Le soleil et les plages du sud de la Floride attirent toutes sortes de personnes. De nombreuses jeunes femmes y viennent dans l'espoir de devenir mannequins. En février 1984, les rêves de gloire de plusieurs d'entre elles se transforment en véritables cauchemars. C'est le début d'une série de meurtres brutaux qui seront perpétrés partout aux États-Unis. À 23 ans, Beth Kenyon avait la vie devant elle. Elle rêvait de devenir mannequin. Elle avait été finaliste lors d'un concours de beauté en Floride. Le 5 mars 1984, son rêve s'écroula. En ce lundi après-midi, tous ses espoirs furent détruits d'un seul coup. Le lendemain, ses parents signalèrent sa disparition à la police de Miami. Pour les agents, il n'y avait pas réellement lieu de s'inquiéter. À cet âge, il arrive fréquemment que des jeunes femmes disparaissent quelques jours sans avertir leurs parents. Mais les Kenyon savaient que leur fille n'aurait jamais fait ça. Ils firent appel au détective privé Ken Whitaker et à son fils Ken Jr. Beth Kenyon était enseignante auprès d'enfants souffrant de troubles émotifs. C'était une jeune femme responsable qui avait d'étroites relations avec sa famille. Les Kenyon étaient très inquiets et s'étaient rendus à son appartement de North County en espérant y trouver une indication sur l'endroit où elle avait pu aller. Ils n'y trouvèrent qu'un livre d'adresse et un album photo. À partir de quelques clichés de Beth et de ses amis, les détectives se mirent à l'ouvrage. Les deux hommes retracèrent rapidement les dernières allées et venues de Beth. Le fils Whitaker interrogea le pompiste d'une station-service près de l'école où Beth enseignait. Il lui montra quelques photos. Ce dernier se rappelait la jeune femme. Il reconnut également quelqu'un d'autre sur une des photos. L'homme avec qui elle était le jour de sa disparition. Son nom était Christopher Wilder. Le 11 mars, soit 6 jours après la disparition de Beth, les détectives téléphonèrent à Wilder. Ce dernier déclara ne pas savoir où elle se trouvait, mais il accepta de rencontrer les Whitaker chez lui pour leur en parler. À l'heure convenue, les détectives se rendirent chez lui, mais il n'y eut aucune réponse. Les deux hommes décidèrent de jeter un œil aux alentours. Wilder était un entrepreneur en construction et il se disait photographe de mode. Les Kenyon avaient déclaré aux deux détectives que Wilder avait demandé leur fille en mariage, mais que cette dernière avait refusé. Wilder l'avait très mal pris. En fouillant dans les ordures de Wilder, les deux détectives découvrirent une photo. À première vue, cette photo semblait innocente, mais pour un œil averti, elle était très révélatrice. Christopher Wilder avait été pilote d'automobile lors du Grand Prix de Miami. Le 26 février 1984, il avait terminé 17e et remporté la somme de 400 $. Le jour de cette course était également le jour de la disparition de Rosario González. Cette jeune femme de 20 ans travaillait pour une firme de marketing et distribuait des échantillons d'aspirine aux spectateurs du Grand Prix. Les médias parlaient encore de la mystérieuse disparition de González.
Elle avait disparu seulement 5 jours avant Beth Kenyon. Les détectives découvrirent que Wilder connaissait bien Gonzalez. Elle avait accepté de poser pour lui lors d'une séance de photo amateur. Il était plutôt troublant de constater que les 2 femmes disparues avaient un lien commun, Christopher Wilder. Les parents de Beth décidèrent de demander l'aide du FBI. L'agent spécial John Hanlon du service des homicides du bureau de Miami se souvient de sa rencontre avec eux. Le 12 mars, les Kenyans sont venus demander notre aide. Nous n'avions pas encore le droit d'ouvrir une enquête, puisque rien ne prouvait qu'il y avait eu un enlèvement. Afin de susciter une réaction de Wilder, les détectives privés décidèrent de faire part de leur découverte au quotidien Miami Herald. L'article fut publié le 16 mars 1984. On n'y mentionnait pas le nom de Wilder, mais l'article faisait clairement référence à lui. Selon l'article, un homme était relié aux 2 jeunes femmes. Il s'agissait d'un entrepreneur local d'origine australienne qui était pilote de course et photographe amateur. Il n'y avait que Wilder pour correspondre à cette description. Bien que les agents n'aient pu ouvrir une enquête, l'agent spécial Gordon McNeil avait commencé à s'y intéresser de plus près. Ce lien entre les 2 femmes disparues m'a tout de suite intrigué. J'ai décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour enlèvement afin de voir s'il y avait eu violation d'une loi fédérale. Les agents McNeil et Hanlon découvrirent bientôt que Wilder avait le profil d'un suspect. Il avait eu des démêlés avec la justice australienne et était en probation pour agression sexuelle. Quelques jours plus tard, soit le 21 mars, une nouvelle information permit enfin aux agents d'ouvrir une enquête en bonne et due forme. Le bureau du FBI de Miami leur apprit qu'une femme de Tallahassee avait été enlevée et conduite en Géorgie, mais qu'elle était parvenue à échapper aux griffes de son assaillant. La description de l'individu correspondait à celle de Christopher Wilder. L'agent Hanlon se rendit en Géorgie interroger la victime. Son histoire tenait presque du cauchemar. Linda Grober, 19 ans, effectuait des courses dans un centre commercial de Tallahassee lorsqu'un homme s'était approché d'elle pour lui proposer un travail de mannequin. Il déclara qu'il était photographe de mode et l'invita à se rendre à sa voiture pour lui montrer son portfolio. Comme c'était au beau milieu de l'après-midi, dans un endroit public, Linda crut qu'elle pouvait le suivre sans danger. Lorsque l'homme lui demanda si elle avait été déjà mannequin, la jeune femme répondit que non. Il lui fit des compliments sur sa beauté et ajouta qu'il lui serait facile de lui décrocher un contrat comme la couverture du Vogue. Lorsqu'ils arrivèrent à sa voiture, cependant, il modifia son histoire. Il déclara qu'il avait oublié son portfolio au studio et lui demanda de monter en voiture et de l'y accompagner. La jeune femme hésita un peu. C'est alors qu'il la poussa de force dans sa voiture et lui asséna un coup sur la nuque. Elle s'évanouit. À son réveil, elle constata qu'on l'avait glissée dans un sac de couchage et qu'elle était étendue sur un lit dans une chambre de motel. Une fois encore, son ravisseur la menaça de la tuer si elle tentait de prendre la fuite. Il l'attacha au lit et lui colla les paupières avec de la supercolle. Pendant les heures qui suivirent, il viola Linda Grober à maintes reprises, la battit et la tortura. Lorsqu'elle ne se pliait pas à ses ordres, il lui administrait des chocs électriques. L'agresseur était si violent que Linda était certaine d'en mourir, mais elle parvint à dénouer ses liens et à aller se cacher dans la salle de bain dont elle verrouilla la porte. Elle frappa sur les murs de toutes ses forces en appelant à l'aide. Le ravisseur paniqua, prit ses affaires et partit.
L'agent Hanlon montra une série de photos à Grober et lui demanda si elle reconnaissait son assaillant. J'ai pas hésité une seconde. J'avais passé plusieurs heures avec cet individu et je savais à quoi il ressemblait. Cet homme était Christopher Wilder. Aujourd'hui, Linda Grober a 35 ans. Elle termine sa thèse de doctorat. Sa détermination lui a sauvé la vie. Elle a été un témoin très important dans cette affaire. Elle était prête à tout pour que Wilder soit arrêté et condamné. J'ai été à l'hôpital pendant à peu près une semaine. Ensuite, j'ai dû quitter le pays car il était en liberté et je craignais pour ma vie. Et les agents étaient également inquiets pour ma sécurité et celle de ma famille. L'horrible expérience dont Linda Grober avait été victime allait au moins permettre aux agents fédéraux d'entrer en scène. La victime avait été enlevée et conduite dans un autre État. L'affaire tombait donc sous la juridiction du FBI. Christopher Wilder était maintenant recherché pour l'enlèvement et le viol de Linda Grober et le suspect numéro 1 relativement à la disparition de Rosario González et de Beth Kenyon. Les agents se rendirent d'abord à la maison de Wilder. Ils défoncèrent la porte d'entrée et se tinrent prêts à procéder à son arrestation. Mais la maison était vide. Wilder avait déjà quitté les lieux. Il avait quelques jours d'avance sur les agents fédéraux. Il représentait une menace constante. La chasse désespérée pour le retrouver était maintenant commencée. Mars 1984. Des agents effectuaient une fouille méticuleuse de la maison du suspect Christopher Wilder. 2 femmes avaient disparu et étaient présumées mortes. Une autre femme était parvenue à échapper à la mort après avoir été kidnappée et violée à répétition. Les agents espéraient trouver un indice sur l'endroit où le fugitif était allé. Mais avant de quitter sa maison, Wilder semblait avoir prévu une fouille de la police. L'endroit était impeccable. Il n'y avait aucune empreinte digitale dans la maison de Wilder. Pourtant, on en retrouve toujours. C'est comme s'il avait nettoyé absolument tout. Le FBI, aidé par les autorités locales, organisa une recherche dans Miami et West Palm Beach. Personne n'avait vu ou entendu parler de Wilder depuis qu'il avait fui le motel en Géorgie. La police locale fut chargée de retrouver la voiture du suspect. De leur côté, les agents du FBI entrèrent en contact avec les banques et les compagnies de cartes de crédit de Wilder afin qu'on les tienne au courant de toute transaction éventuelle. Malheureusement, en 1984, le système informatique n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui et les pistes arrivaient souvent trop tard pour que les agents puissent le rattraper. Le 21 mars, toujours en Floride, un peu plus au nord, l'attention d'un réparateur fut éveillée par quelque chose d'inhabituel. C'était le corps d'une jeune femme. Elle fut par la suite identifiée comme étant Teresa Ferguson, 21 ans. Des témoins l'avaient vue pour la dernière fois dans un centre commercial, en compagnie d'un homme dont la description correspondait à celle de Wilder. L'autopsie révéla qu'elle avait été battue à l'aide d'un objet contondant avant d'être étranglée à mort. Le profil de la victime et la violence du crime laissaient présumer qu'il s'agissait à nouveau de Wilder, même si rien ne le prouvait directement. S'il s'agissait de l'entrepreneur australien, cela signifiait sans l'ombre d'un doute qu'il était un tueur en série. Les agents du FBI devaient l'arrêter le plus rapidement possible avant qu'il ne commette un nouveau meurtre. Il fallait trouver une nouvelle piste au plus vite. Une caméra de surveillance avait filmé Wilder dans une banque de Tampa. Les relevés bancaires montraient qu'il avait vidé tous ses comptes. Il avait maintenant plus de 19 000 $ en poche. Cette information était pour le moins inquiétante car elle signifiait que le meurtrier avait assez d'argent pour voyager. Le 22 mars 1984, Wilder était au Texas. Des témoins l'aperçurent s'approcher de Terry Walden, 23 ans, dans le stationnement de l'université Lamar à Beaumont.
La jeune femme était mariée et mère de 2 enfants. Elle étudiait pour devenir infirmière. Wilder lui demanda si elle aimerait poser pour lui. Il n'eut aucune emprise sur la jeune femme. Elle déclina poliment son offre. Elle ignorait qu'elle le reverrait bientôt. Le FBI poursuivait la chasse à l'homme à l'échelle du pays. Wilder avait décidé de rester à Beaumont encore une journée. Cette fois-ci, il retourna sur son terrain de chasse habituel pour se trouver une nouvelle victime. Il se rendit au centre commercial. Mais aucune des jeunes filles approchées ne tomba dans le panneau. Après avoir essuyé quelques refus, il reconnut un visage familier. Il s'agissait de Terry Walden. Elle était venue faire quelques courses après avoir déposé sa fillette de 4 ans à la garderie. Terry déclina son offre pour la 2e fois. Mais cette fois-ci, il ne la laissa pas filer. Il la suivit à sa sortie du centre commercial. En plein jour, au beau milieu du stationnement, il frappa la jeune femme à la tête, lui faisant ainsi perdre connaissance. Il la poussa à l'intérieur de sa Mercury Cougar. Il saisit ses bagages et s'installa au volant de la voiture de la victime. Le mari de Walden signala la disparition de sa femme plus tard le même après-midi, lorsqu'il constata qu'elle n'était pas allée prendre sa fillette à la garderie. Malheureusement, il était déjà trop tard. Quelques jours plus tard, le corps de la jeune femme fut retrouvé dans les eaux d'un canal près de Beaumont. Les policiers découvrirent la Chrysler du suspect à quelques kilomètres de là. L'analyse révéla que des cheveux et des fibres provenaient de Teresa Ferguson, la jeune femme dont le corps avait été découvert par le réparateur 5 jours plus tôt. Ainsi donc, Wilder était un tueur en série et Teresa Ferguson avait apparemment été sa 4e victime connue. McNeil et Hanlon estimaient que le suspect avait au moins 2 jours d'avance sur eux. À partir de leur bureau de Miami, ils firent émettre un communiqué donnant la description de la voiture de Terry Walden pour qu'il soit diffusé à l'échelle du pays. Tous les services de police et tous les patrouilleurs qui sillonnaient les autoroutes étaient sur sa piste. Malheureusement, nous savions qu'il conduisait une voiture mauve. C'est incroyable à quel point on peut voir beaucoup de voitures mauves quand c'est ça que l'on cherche. De plus, à ce moment-là, nous n'avions pas encore le numéro de la plaque d'immatriculation. Les téléscripteurs des divers services du FBI au pays fonctionnaient sans relâche. On envoyait des pages et des pages de description de Wilder, le profil de ses victimes, la dernière fois qu'il avait été vu et les hypothèses sur l'endroit où il se dirigeait. Malheureusement, ce système de communication n'était pas assez rapide pour devancer le suspect. Il y avait tellement de pistes sur Wilder transmises par téléscripteurs aux divers bureaux du FBI que pendant près de 2 semaines, le système a pris un retard de 48 heures. Il ne restait plus qu'une seule façon de retracer le suspect. Suivre la piste des cadavres qu'il laissait derrière lui.
Sa prochaine victime fut Susan Logan, 21 ans. Elle avait été vue pour la dernière fois dans un centre commercial près d'Oklahoma. Un pêcheur découvrit son corps 2 jours après sa disparition. Les circonstances entourant sa mort portaient à croire qu'elle aussi avait été victime de Christopher Wilder. Dans cette affaire, nous étions aux prises avec un individu qui enlevait, violait, torturait et assassinait une femme toutes les 36 heures environ. La tension était insoutenable. La lenteur du système de communication, ajoutée à la rapidité d'action du fugitif, rendait le travail des agents difficile. Le 28 mars, cependant, l'occasion tant attendue se présenta. Wilder avait loué une chambre dans un motel de Rifle au Colorado et il l'avait payée avec une carte de crédit volée. Les agents du FBI savaient qu'il détenait cette carte et qu'il l'utilisait, mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas parvenus à retrouver sa trace. En 1984, les commerces n'étaient pas équipés d'un système de validation automatique comme c'est le cas aujourd'hui. Lorsque la note s'élevait à plus de 100 $, les employés appelaient la compagnie de crédit. Malheureusement, en général, lorsque Wilder louait une chambre, le montant n'allait guère au-delà de 50 ou 60 $. Cette fois-ci, cependant, le commis avait décidé d'appeler la compagnie de crédit plutôt que d'attendre au lendemain pour poster le reçu. Au lieu d'une autorisation, on lui donna un numéro de téléphone à composer immédiatement. Très tôt le lendemain matin, les agents du bureau du FBI de Denver se mobilisèrent. On savait enfin où le suspect se trouvait. Aux premières heures du 29 mars, 4 agents s'approchèrent de la chambre de Wilder en espérant que cette fois-ci serait la bonne. Malheureusement, il n'était plus là. Malgré la rapidité d'intervention des agents, Wilder les avait déjà devancés. Pour une raison inconnue, il avait décidé de quitter avant l'aube. Il s'agissait de la meilleure piste depuis le début et elle n'avait abouti à rien. Une fois encore, les membres de l'escouade spéciale ignoraient dans quelle direction le prédateur était parti. Ils craignaient cependant qu'il ne rôde dans un des nombreux centres commerciaux en périphérie de Rifle. « 29 mars 1984. En seulement 3 semaines, l'entrepreneur australien Christopher Wilder avait enlevé 4 femmes et tué 3 d'entre elles. Les agents du FBI avaient remarqué des constantes. Il semblait se diriger vers l'ouest et ne choisissait plus ses victimes que dans les centres commerciaux. Cheryl Bonaventura, 18 ans, fut aperçue pour la dernière fois au centre commercial Mesa, à Grand Junction, au Colorado. Le FBI allait bientôt relier sa mort à Wilder. Nous savions que cet homme était là à guetter ses proies. Nous savions que chaque jour qui passait, une personne mourait dans la terreur et la douleur la plus intense. Le FBI entreprit de faire circuler le plus d'informations possible au pays. Des agents avisèrent les gérants et les gardiens de sécurité des centres commerciaux et leur donnèrent une description de l'Australien. Ils distribuaient des affiches avec la photo du suspect pour mettre les clients sur le pied d'alerte. Malgré ces avertissements, un magazine pour adolescentes organisa une compétition de mannequins dans le centre commercial de Meadows à Las Vegas.
Wilder s'y présenta, appareil photo en main. Il discuta avec quelques adolescentes pendant l'événement et tourna bientôt son attention vers Michelle Kaufman. La jeune fille de 17 ans venait de Boulder City, à 40 km de là. Elle était nerveuse à l'idée de participer à son premier concours de mannequin et avait demandé à ses amis et à sa famille de la laisser y aller seule. Après quelques minutes à discuter avec Wilder, Kaufman alla se changer puis quitta le centre commercial avec lui. C'était le 1er avril. La police de Las Vegas alerta le FBI qu'une jeune fille avait disparu d'un centre commercial et des agents furent immédiatement dépêchés sur les lieux. Ils réquisitionnèrent toutes les photos prises au cours du défilé. Un des photographes leur remit 5 rouleaux de pellicule. Nous avons fait développer ces photos. On y voyait la jeune Kaufman sur le podium en train de prendre une pose. À environ 6 mètres d'elle se trouvait un homme au regard malsain. Bien entendu, il s'agissait de Christopher Wilder. Comme les autres victimes, la jeune Michelle Kaufman mourut dans d'atroces circonstances. Il l'avait attachée à l'aide de rubans adhésifs, l'avait battue, torturée et violée. On a remarqué des incisions sur son corps. Elles mesuraient 2 ou 3 cm de long et elles n'étaient pas profondes, juste assez pour les faire saigner et pour les torturer. Ensuite, quand il avait terminé, il les tuait. C'était un détraqué sexuel sadique. Le 5 avril, 4 jours après la disparition de Michelle Kaufman, le FBI tint une conférence de presse. Christopher Wilder faisait désormais partie de la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Depuis 50 ans, cette liste a permis aux agents d'arrêter des fugitifs dangereux grâce à la publicité qu'elle génère. L'agent spécial Tron Breaky est le porte-parole du FBI. Wilder remplissait tous les critères pour figurer sur cette liste. Il représentait un danger pour la société car il était extrêmement dangereux. C'était un individu violent, soupçonné des pires crimes. Il avait fui l'endroit où nous avions espéré l'arrêter. C'était donc très important pour nous de nous assurer que le public américain et les médias sachent qu'il pouvait se trouver n'importe où aux États-Unis. Malheureusement pour Tina Marie Riccico, le nom de Wilder apparut un jour trop tard sur la fameuse liste. À Lomita, en Californie, le jour précédant la conférence de presse, l'adolescente de 16 ans se rendit au centre d'El Amo pour y trouver un travail d'été. Elle espérait gagner assez d'argent pour s'acheter une voiture. Elle y rencontra Christopher Wilder qui lui demanda d'être son modèle pour un contrat qu'il venait de décrocher. Il lui donna $100 en argent comptant en lui promettant encore plus d'argent après la séance de photos. Wilder conduisit Tina Marie dans un parc à proximité du centre. Au début, tout se déroula normalement. Il lui dit que cet endroit avait la lumière idéale. La séance de photos commença. La jeune Tina Marie voulait à tout prix plaire au photographe. Elle souriait et se pliait aux directives de Wilder. Puis la séance tourna au cauchemar. Il la menaça d'un Magnum 357 et lui ordonna de monter en voiture.
La jeune fille n'avait d'autre choix que d'obéir. Wilder conduisit Tina Marie Ricicco à un motel à San Diego. Comme pour les autres victimes, elle fut battue, ligotée au lit et violée à maintes reprises. Wilder pratiqua des incisions sur son corps et lui administra des chocs électriques à divers endroits. L'agent Hanlon n'a jamais pu s'expliquer la raison d'une telle cruauté. On se demande pourquoi quelqu'un voudrait infliger ça à quiconque. Faire peur, torturer à l'aide d'un fil électrique, puis tuer comme s'il s'agissait de vulgaires déchets. La victime sait qu'elle va être tuée. À un certain moment, elle s'aperçoit qu'elle ne survivra pas, que sa vie se termine là. Et de plus, il s'agit d'une jeune femme. He identifies himself as a professional photographer, commenting on a young woman's appearance and attempts to persuade her to accompany him from... Tina allait être tuée lorsqu'un bulletin de nouvelles spéciales attira l'attention de Wilder. Very dangerous, and this approach may lead to his apprehension. Christopher Bernard Wilder has been placed on the FBI's 10 most wanted list. Il s'agissait de la conférence de presse du FBI. Wilder regarda avec horreur sa photo diffusée partout aux États-Unis. Les agents disaient qu'il était l'homme le plus recherché au pays, qu'il était responsable de la disparition de 6 femmes. Ils ignoraient alors qu'il se trouvait en présence de sa 7e victime dans une chambre de motel. Wilder paniqua. Il saisit la jeune fille et reprit la route. Maintenant que son nom avait été ajouté à la liste, sa photo serait publiée dans tous les journaux et tous les bulletins de nouvelles au pays. Cela faisait la une de tous les journaux aux États-Unis. Tous les bulletins de nouvelles, toutes les émissions parlaient de ce Christopher Wilder et montraient sa photo. Les agents du FBI espéraient que cette publicité permettrait à quelqu'un de l'identifier. C'était la seule chance dont ils disposaient pour l'empêcher de tuer une nouvelle victime. Au printemps 1984, le FBI faisait la chasse à l'homme la plus importante de son histoire pour retrouver le tueur en série Christopher Wilder. Il avait tué 6 victimes, mais il y en avait peut-être plus. Wilder avait décidé de reprendre la direction de l'Est. Il avait pris en otage Tina Marie Ricicco, 16 ans. Le 10 avril 1984, à l'extérieur d'un centre commercial de Gary, Indiana, il dit à la jeune fille qu'il la laisserait partir à condition qu'elle l'aide à piéger sa prochaine victime. Ricicco avait été violée, battue et terrorisée depuis maintenant 6 jours. Elle aurait fait n'importe quoi pour avoir la vie sauve. Wilder remarqua Dawnette Wilt qui faisait le tour des boutiques. Il en déduisit qu'elle se cherchait du travail. Ricicco rejoignit Dawnette et lui dit que Wilder était gérant d'un magasin et qu'il souhaitait qu'elle remplisse une demande d'emploi dans sa voiture. Lorsqu'elles atteignirent le véhicule, Wilder sortit son arme et força Dawnette à y monter. Il démarra en trombe avec les 2 jeunes filles à bord de la voiture. Des témoins les avaient vues partir. Comme toutes les victimes, une autre jolie jeune femme avait été vue en train de quitter un centre commercial d'Indianapolis en compagnie d'un homme correspondant à la description de Wilder. Lorsque nous avons reçu cette information, nous avons compris qu'il avait décidé de revenir vers l'Est. Tous les agents du FBI à l'est du Mississippi furent assignés à cette enquête. Malgré sa promesse, Wilder refusa de libérer Tina Marie.
Il la força à le regarder violer et torturer Downey. Ce cauchemar dura 2 jours. Le matin du 12 avril 1984, Tina Marie entendit une voix familière au bulletin de nouvelles. C'était la mère de Tina Marie sur une chaîne nationale qui suppliait le ravisseur de ne pas faire de mal à sa fille. Wilder eut un nouvel accès de panique. Il ordonna à ses victimes de le suivre et ils quittèrent le motel. Au printemps 1984, le FBI faisait la chasse à l'homme la plus importante de son histoire pour retrouver le tueur en série Christopher Wilder. Il avait tué 6 victimes, mais il y en avait peut-être plus. Wilder avait administré des somnifères à Downey et cette dernière était à demi consciente. Il la força tout de même à marcher dans la forêt. Tina Marie était seule. Elle aurait pu prendre la fuite, mais les 9 derniers jours de torture l'avaient démolie. Elle resta à attendre. En marchant à travers les bois, Downey Wilt reprit peu à peu conscience et comprit que sa fin approchait. Elle le supplia de l'achever avec son arme à feu. Wilder ignora sa supplique et la poignarda à la poitrine à 2 reprises. Il la laissa sur place, la croyant morte. Il avait repris la route lorsqu'il fut saisi par la peur de ne pas l'avoir achevé. Il retourna sur la scène. Lorsqu'il arriva sur les lieux, il n'en crut pas ses yeux. Il n'y avait aucune trace de la jeune fille. Fait incroyable, Downey Wilt avait survécu à son agression. Elle avait été poignardée à 2 reprises et avait perdu beaucoup de sang, avait été droguée et battue, mais elle était parvenue à se lever et à rejoindre la route où un motocycliste lui avait porté secours. Grâce à son témoignage, le FBI savait que Wilder se dirigeait vers le nord-est et qu'il était toujours à bord de la Mercury Cougar qu'il avait volée à Terry Walden. Mais pour combien de temps? Lorsqu'il y est retourné et qu'il a découvert qu'elle n'était plus là, il s'est rendu compte qu'il devait se débarrasser du véhicule et en trouver un nouveau. C'est à ce moment-là qu'il est entré dans l'État de New York par l'ouest. Une fois encore, il repéra le centre commercial le plus proche dans la ville de Victor. Il remarqua une Pontiac Firebird de couleur dorée. Il ordonna à Riccico de se mettre au volant et de le suivre. La Pontiac appartenait à Beth Dodge, 33 ans. À la pointe de son fusil, Wilder la força à prendre place sur la banquette arrière. Quant à Tina Marie, elle était toujours en état de choc et le suivit. Wilder conduisit pendant 1h30 jusqu'à un endroit isolé.
listen, I want you to get the white suitcase, and I want you to get the camera, and I want you to put it in this car and wait for me, you understand? Il força Bette Dodge à le suivre dans les bois. Quelques instants plus tard, Tina Marie entendit 2 coups de feu. Il ne l'avait pas violée ni torturée, seulement tuée pour avoir sa voiture. Il avait un projet différent pour Tina Marie. Parallèlement à toutes les horreurs qu'il lui avait fait subir, il s'était développé un lien entre lui et la jeune femme. Il lui confia qu'il ne souhaitait pas qu'elle soit là quand la fin arriverait. Il la raccompagna à l'aéroport de Boston et lui donna assez d'argent pour qu'elle puisse rentrer à Los Angeles. Son cauchemar était enfin terminé. Une fois rentrée chez elle, Tina Marie raconterait en détail les sévices que lui avait fait subir Wilder. Wilder était à nouveau seul. Il fallait à tout prix arrêter ce forcené avant qu'il ne récidive. Pendant notre enquête, nous avons appris que Wilder avait des amis au Canada et qu'il s'y était déjà rendu à quelques reprises. Nous avions l'intuition que c'était là qu'il se dirigeait. Wilder était sur la route en direction de la frontière canadienne à bord de la Firebird de Bette Dodge. Pendant 3 semaines, il était parvenu à semer les agents du FBI. Même l'ajout de son nom à la liste n'avait pas donné les résultats escomptés. Les agents McNeil et Hanlon étaient désespérés et voulaient à tout prix l'arrêter au plus vite. Au mois d'avril 1984, Christopher Wilder avait tué 7 femmes dans diverses villes américaines. 3 femmes étaient présumées mortes et 3 autres avaient survécu à leur assaillant. Les agents du FBI croyaient qu'il se trouvait en Nouvelle-Angleterre et qu'il se dirigeait vers la frontière. Ils décidèrent de mettre tout en œuvre pour qu'il ne parvienne pas à quitter le pays. Les agents ont distribué des affiches et des photos. Notre meilleure option était d'aviser les centaines de policiers de la région, ce qui augmentait de beaucoup nos effectifs en Nouvelle-Angleterre. Le vendredi 13 avril 1984, Wilder s'arrêta pour faire le plein dans la petite ville de Colebrook, dans l'État du New Hampshire, à environ 20 km de la frontière canadienne. Il demanda alors à un employé quel papier il devait remplir pour entrer au Canada. Deux agents de l'État, Wayne Fortier et Leo Jellison, aperçurent alors la voiture de Bette Dodge. Comme tous les agents de la région, ils avaient eu la description du suspect et de la voiture qu'il conduisait. Jellison demanda à Wilder s'il pouvait lui parler quelques instants. Wilder se pencha à l'intérieur de la Firebird et saisit son revolver Magnum 357. Dans la lutte, l'arme fit feu accidentellement. Le projectile atteignit l'agent Jellison à la poitrine. Jellison eut la vie sauve, mais pas le suspect. Le projectile qui avait atteint l'agent avait d'abord transpercé le cœur de Wilder. Le règne de terreur de Wilder à travers les États-Unis venait de prendre fin avec cette 10e mort, la sienne. Quelques mois plus tard, les autorités retrouvèrent les corps mutilés de Cheryl Bonaventura et Michelle Kaufman. On ne retrouva cependant jamais ceux de Beth Canyon et Rosario Gonzalez, les 2 victimes qui avaient provoqué l'ouverture de l'enquête préliminaire. Monsieur et Madame Canyon moururent tous deux sans jamais découvrir ce qui était arrivé à leur fille. Les victimes qui ont survécu et leurs proches ont courageusement tenté de remettre sur les rails leur vie brisée. Linda Grober a tiré une leçon de ce cauchemar.
Je crois qu'il est important de comprendre que ces individus ne sont pas des démons. Ils ne sont pas couverts de tatouages et n'ont pas toujours les cheveux longs. En général, ils s'expriment avec facilité. Ils pourraient fort bien être assis dans le salon en compagnie de votre père, après le repas, à siroter un verre de vin ou un brandy. La terrible vérité, c'est que Christopher Wilder n'est pas unique. Son nom a été mis sur la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI, mais chaque année, il y a des dizaines de tueurs comme lui qui ne font pas la une des journaux. Ils guettent leur proie dans les centres commerciaux, les écoles, et n'attendent que le moment propice pour passer à l'attaque. Les rêves de gloire et de fortune peuvent s'obscurcir rapidement. Ce n'est que par la sensibilisation du public, une vigilance de tous les instants et les ressources de la police que l'on peut espérer mettre un terme au carnage sanglant de ces chasseurs de tête. Deux tueurs en série rôdent dans le Midwest américain et s'attaquent autant à des adultes qu'à des enfants. Les agents n'ont malheureusement pas d'autre choix que de suivre la piste de cadavres qu'ils laissent derrière eux. À mesure que la série de meurtres s'allonge, s'intensifie la pression publique pour mettre un terme à ce carnage. À Kenosha, au Wisconsin, une petite ville près de la frontière de l'Illinois, Juanita Witt arrive à chez elle avec Vernita, sa fillette de 9 ans, et Robert Knight, son nouvel ami. C'était à la fin de la soirée du 29 mai 1984. Il rentrait d'une fête foraine. Robert dit à Juanita qu'il avait un présent à lui offrir, mais que ce cadeau se trouvait chez lui à quelques pâtés de maison. Il demanda à Vernita de l'accompagner pour l'aider à la porter. Il promit à Juanita qu'il serait de retour dans 1 heure. Juanita était d'abord hésitante à laisser partir sa fillette, mais la petite Vernita était si excitée par ce cadeau qu'elle finit par lui accorder la permission. Il était près de minuit et Robert et Vernita n'étaient pas encore revenus. Juanita n'osait pas quitter son appartement de peur que sa fillette rentre et trouve la maison vide. L'inquiétude finit par l'emporter. Juanita décida de se mettre à la recherche de sa fillette. Elle se rendit à l'adresse que lui avait donnée Robert. Quand elle arriva sur les lieux, son inquiétude se transforma en horreur. Le bâtiment dans lequel Robert Knight prétendait vivre était abandonné. Juanita se rendit immédiatement chez son amie Ellen Reeves pour lui demander de l'aide. Hélène était aussi inquiète que Juanita. Elle lui conseilla d'appeler la police sans plus attendre. Juanita déclara à l'agent qui prenait sa déposition que sa fillette n'avait rien d'une fugueuse. L'agent commença à l'interroger à propos de Robert Knight. La jeune femme l'avait rencontré 1 mois plus tôt. C'est au cours d'une promenade à vélo qu'il faisait dans le quartier qu'il s'était présenté à elle. Ils s'étaient liés d'amitié et Robert s'était ensuite rapidement attaché à la petite Vernita. Il n'y avait aucun Robert Knight dans la base de données de la police. L'agent demanda à Juanita de tenter de l'identifier à partir de photos judiciaires.
Juanita regarda 2 albums photos. Elle pointa du doigt celle d'un homme en particulier. C'était bien lui. Le nom de l'homme identifié par Juanita était en fait Alton Coleman. Les policiers appelèrent le FBI. L'agent spécial Berdena Passanelli du bureau de Kenosha au Wisconsin fut assigné à l'enquête. Le FBI est toujours impliqué dans une enquête quand un jeune enfant disparaît dans des circonstances inhabituelles. C'était exactement le cas dans cette affaire. Les enquêteurs ne perdirent pas une seconde pour obtenir un mandat de perquisition à la dernière adresse connue de Coleman. C'était chez sa grand-mère à Waukegan, dans l'Illinois, à seulement quelques kilomètres de l'endroit où vivaient Juanita et Vernita Witt, juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Une jeune femme répondit à la porte. Elle s'appelait Deborah Brown. C'était la petite amie de Coleman. Selon Deborah, Coleman n'était pas rentré de la nuit. Il était revenu seul à la maison vers 8 heures du matin. Il avait enfilé un complet car il devait comparaître en cour plus tard dans la matinée. Coleman avait été accusé du viol d'une adolescente de 14 ans à la pointe de son couteau. Brown déclara également que Coleman lui avait avoué avoir fait quelque chose de très mal la veille, mais il ne lui avait pas dit de quoi il s'agissait. Les enquêteurs attendirent à la maison le retour de Coleman, pendant que d'autres agents ratissaient le secteur. Le suspect était introuvable. Le FBI se joignit aux détectives du service de police local. Les détectives de Kenosha et de Waukegan connaissaient déjà Coleman de réputation. C'était un criminel violent au passé troublant. Quand j'ai pris connaissance des antécédents de Coleman, j'ai compris qu'il était très dangereux. Au service de police de Waukegan, on l'avait arrêté à plusieurs reprises. Il avait été arrêté 10 ans plus tôt pour le viol d'une femme de 40 ans. Il avait aussi été arrêté pour des assauts et pour avoir molesté et violé des enfants. En étudiant son dossier et en parlant avec les détectives qu'il connaissait, on pouvait clairement constater que cet individu devenait de plus en plus violent. Nous nous sommes séparés en équipes et nous avons commencé à interroger des gens. Les enquêteurs parlèrent avec les chauffeurs de taxi, car Coleman ne possédait pas de voiture et il avait l'habitude d'en prendre. Ils le connaissaient tous. Ils acceptèrent d'alerter la police s'ils le voyaient. L'escouade offrit la somme de 5 000 $ à quiconque fournirait des informations pouvant mener à l'arrestation de Coleman. Cette récompense attira l'attention des gens, mais malheureusement, elle ne permit pas d'obtenir de pistes intéressantes. Les heures étaient comptées pour la petite Vernita Witt. Le 31 mai, 2 jours après le début de l'enquête, un chauffeur de taxi de Waukegan qui connaissait Coleman appela la police pour signaler qu'il s'apprêtait à le faire monter à bord de son véhicule. Une équipe de l'escouade spéciale mise sur pied pour cette enquête répondit à l'appel. Le chauffeur déposa Coleman chez sa sœur Terry. En voyant les agents s'approcher, Coleman prit la fuite. Il n'eut aucun mal à disparaître dans ce quartier qu'il connaissait comme le fond de sa poche. L'enquête n'avait débuté que 2 jours plus tôt et le suspect était presque à la portée des détectives.
Il y avait fort à parier qu'il se cachait dans un des entrepôts abandonnés au bord du lac Michigan. Le lieutenant Mark Hanson, du service de police de Waukegan, était l'enquêteur en chef de l'escouade spéciale. Il y avait de nombreux bâtiments abandonnés dans le secteur, comme des tours d'appartements. Il y avait également beaucoup de buissons et il faisait nuit. C'était facile de prendre la fuite à cet endroit. Les recherches se poursuivirent toute la nuit. 8 heures plus tard, il semblait bien aux policiers qu'il n'y avait guère de chance de retrouver le suspect et la petite Vernita. Pour trouver une piste, les enquêteurs firent paraître des communiqués dans les médias. Ils y donnaient tous les détails entourant l'enlèvement. On fit paraître des photos de Vernita Witt, demandant à quiconque disposant d'informations à son sujet d'entrer en contact avec la police. La nouvelle se propagea rapidement. De nombreuses personnes appelèrent les détectives pour dire qu'ils avaient vu Coleman. Mais la plupart de ces pistes ne menaient nulle part. Un chauffeur de taxi qui avait aperçu la photo de Vernita au bulletin de nouvelles appela alors l'escouade spéciale. Il se rappelait avoir fait monter Coleman à bord de son taxi avec une petite fille le soir de sa disparition. Il avait cru qu'il s'agissait d'un père avec sa fille. Il les avait déposés vers minuit près d'un cimetière de voitures dans le secteur industriel de Waukegan. Les enquêteurs interrogèrent le gérant de l'endroit. Ce dernier avait aperçu un homme accompagné d'une fillette lors de la nuit en question. L'homme et la fillette marchaient main dans la main quand ils étaient entrés sur le terrain vers minuit. Il n'avait pas vraiment pu voir le visage de l'homme, mais il avait cependant remarqué sa démarche chaloupée, une caractéristique propre à Coleman selon ses proches. Le gérant reconnut Vernita Witt sur une photo. Grâce à son témoignage, le FBI put obtenir un mandat fédéral contre Alton Coleman. Il avait conduit la fillette dans un autre État. La fillette était encore vivante à minuit le soir de sa disparition et Coleman était rentré seul chez lui à 8 heures le lendemain matin. Qu'était-il donc arrivé à Vernita pendant ce laps de temps? Coleman et Vernita semblaient s'être volatilisés. Le soir du 19 juin, 3 semaines après la disparition de la fillette, les enquêteurs reçurent l'appel d'un homme à Waukegan. Il fouillait dans un immeuble abandonné à la recherche de morceaux de métal qu'il pourrait revendre. Dans un des appartements du 2e étage, il avait fait une découverte macabre. Le corps d'une fillette gisait sur le carrelage de la salle de bain. À Kenosha, au Wisconsin, Alton Coleman était le suspect numéro 1 du FBI dans l'affaire de la disparition de Vernita Witt, 9 ans. On ignorait où il se trouvait. Un homme qui cherchait des morceaux de métal dans un immeuble abandonné de Waukegan découvrit alors le corps d'une fillette. On dépêcha immédiatement une équipe d'experts légistes sur les lieux. Sous une couverture se trouvait le corps de la fillette, enveloppé d'un blouson d'homme. Des fils électriques enserraient ses mains, ses pieds et son cou. Elle était dans un état de décomposition trop avancé pour qu'on puisse l'identifier rapidement, mais l'agent spécial Jeff Showers croyait qu'il s'agissait de Vernita Witt. Les vêtements correspondaient à la description que nous avait donnée sa mère. Dans ses cheveux, il y avait encore les barrettes dont elle nous avait parlé. Elle portait une veste de nylon vert. Dans les poches de cette veste, nous avons trouvé les tickets de la fête foraine. Le soir de sa disparition, Coleman l'avait emmenée à cette fête. Tout portait à croire qu'il s'agissait de Vernita Witt. Il restait maintenant à l'équipe d'experts judiciaires de le prouver.
Il devait également tenter de trouver des indices pour identifier son meurtrier. Ils effectuèrent des fouilles à partir de l'endroit où se trouvait le corps, en élargissant graduellement la zone de recherche. Ils recueillaient tout ce qui pouvait servir. Les techniciens se mirent également à examiner les portes et leurs cadres, ainsi que les murs pour y trouver des empreintes digitales. Il était vraisemblable que celui qui avait emporté le corps dans la salle de bain ait été en contact avec la porte. Les enquêteurs l'enlevèrent donc de ses gonds et l'envoyèrent au laboratoire du FBI à Washington. Au laboratoire, les experts du service d'identification trouvèrent l'empreinte d'un pouce. Ils procédèrent à des comparaisons à partir des échantillons dont ils disposaient. Les résultats furent positifs. L'empreinte était bien celle du pouce d'Alton Coleman. Les experts en dactyloscopie comparèrent également les empreintes prélevées à même les mains de la fillette à celles des cahiers d'école réquisitionnés chez Juanita Witt. Encore une fois, les résultats furent positifs. Les recherches pour retrouver Vernita venaient de se terminer. Les enquêteurs avaient maintenant assez d'indices pour émettre le mandat d'arrestation d'Alton Coleman relativement au meurtre de Vernita Witt. Nous savions qu'Alton Coleman avait tué la fillette et que nous avions affaire non pas à un ravisseur, mais bien à un meurtrier. Pendant qu'on tentait de déterminer la cause de la mort de la fillette par autopsie, un bulletin de nouvelles attira l'attention de l'agent Showers et du détective Hanson. Une fillette avait été enlevée à Gary, dans l'Indiana. L'agent Showers et moi-même avons tout de suite pensé que cet enlèvement était peut-être relié à Coleman. Le bulletin mentionnait également un détail troublant. Il n'y avait pas un, mais deux meurtriers. Le second suspect était une femme de race noire. Les enquêteurs soupçonnèrent immédiatement la petite amie de Coleman, Deborah Brown, qui n'avait pas été vue depuis quelques semaines. Si les enquêteurs ne s'étaient pas trompés, Alton Coleman et Deborah Brown étaient maintenant à 150 km de leur lieu de résidence. Ils étaient en cavale et laissaient une traînée de cadavres derrière eux. Dans un hôpital de Gary, les agents de police du comté questionnèrent la petite Mary James, 9 ans, à propos de l'après-midi du 6 juin. Mary déclara aux policiers que Janice Clay, 7 ans, et elle se rendaient à pied au magasin quand un homme et une femme à vélo s'étaient approchés d'elle. Il leur avait dit qu'ils avaient des vêtements à donner qui pouvaient leur plaire. Mary et Janice suivirent le couple à travers un boisé pour aller voir les vêtements. Mary était à 2 doigts de la mort, mais elle parvint à sortir du boisé. Par la suite, elle identifia Coleman sur des photos envoyées par le FBI, mais pas Deborah Brown. Toutefois, sa description de la suspecte correspondait parfaitement à elle. Les enquêteurs savaient maintenant qu'ils étaient aux prises avec 2 meurtriers. Jusque-là, Deborah Brown avait été un témoin puisqu'elle avait coopéré avec nous à Waukegan. Coleman lui avait alors confié qu'il avait fait quelque chose de très mal. Elle nous avait montré les vêtements qu'il portait au cours de la nuit et qu'il avait enlevés quand il était rentré à 8 heures du matin. Mais suite à l'enquête de Gary, nous savions maintenant qu'elle participait vraisemblablement au meurtre. Les enquêteurs espéraient trouver une façon de prévoir le prochain coup de Coleman et Brown. Les 2 meurtres avaient été commis au sein de populations majoritairement noires auxquelles les suspects se mêlaient facilement. Ils gagnaient rapidement la confiance des gens.
C'étaient des habitués de la rue. Ils avaient du charme. Ils n'étaient pas obligés de forcer leurs victimes. C'était toujours très facile pour eux de les attirer. Les enquêteurs consultèrent des experts du service des sciences comportementales du FBI. Ils cherchaient à retrouver leurs pistes pour les arrêter avant qu'ils ne fassent un autre coup. Pour l'expert, le comportement de plus en plus violent de Coleman était sans doute relié à ses démêlés avec la justice à Waukegan. Coleman a enlevé Vernita la veille de sa comparution pour le viol d'une jeune fille de 14 ans. Il l'a enlevée, puis il l'a tuée. C'était en réaction au stress qu'il éprouvait à cause de sa comparution. Il continuait sans doute de tuer à cause de la colère qu'il ressentait. Tout portait à croire que ces deux homicides ne marquaient que le début d'une vague de meurtres. Pour retrouver les tueurs en série, le psychologue suggéra aux policiers de faire une campagne publicitaire à l'échelle nationale et de cibler principalement les populations de race noire. Nous avons organisé une campagne publicitaire et publié des photos de Coleman et Brown dans les médias. Nous avons émis des communiqués spéciaux. Nous avons tout fait pour que le public les reconnaisse et nous signale leur présence. Malheureusement, l'escouade spéciale ne parvenait jamais à rattraper le couple. Le 8 juillet, des détectives de l'Ohio apprirent aux agents qu'une dame âgée du nom de Rose Wiggins avait signalé la disparition de sa fille. Plus tôt le même jour, Rose s'était rendue chez sa fille, mais elle s'était trouvée devant une porte verrouillée. Son petit-fils, James, avait tellement peur qu'il ne voulait pas lui ouvrir la porte. Une fois sur les lieux, le détective parvint à le convaincre qu'il était là pour l'aider et qu'il n'avait plus rien à craindre. À l'intérieur, les agents se mirent à la recherche de sa mère. Pendant qu'ils fouillaient la maison, ils trouvèrent le petit Johnny, 3 ans, qui était tout aussi effrayé que son frère aîné. Pendant ce temps, James parla au détective de l'homme et de la femme qui étaient venus chez eux la veille. Le détective montra à l'enfant de 8 ans des photos des suspects, Coleman et Brown. James les identifia sans hésitation. C'était bien le couple qui était venu. Les policiers trouvèrent des traces de sang un peu partout dans la cuisine. Ces traces de sang menaient au sous-sol. Les policiers ignoraient ce qu'ils trouveraient, mais ils suivirent la piste. En Ohio, des policiers interrogèrent un garçon apeuré qui avait identifié Coleman et Brown à partir de photos. Ils étaient venus chez lui la veille. Les policiers trouvèrent alors des traînées de sang sur les murs. Ils descendirent prudemment au sous-sol, au cas où les suspects s'y trouveraient encore. Là où la traînée de sang s'arrêtait, ils découvrirent les corps de Virginia et Kimberly Blake, sa fille. On les avait entassés dans un espace vide dans le sous-sol. Nous ignorions toujours où se trouvaient Coleman et Brown, et la violence de leur meurtre s'intensifiait de plus en plus. Les policiers poursuivirent les fouilles au cas où les suspects se trouveraient encore dans la maison. Mais ils étaient partis. Ils n'avaient laissé derrière eux qu'un seul indice de leur identité, des mèches de cheveux. James raconta au détective comment la rencontre avec Coleman et Brown s'était déroulée.
Le couple s'était arrêté devant la maison pour jouer avec eux. Virginia les invita à manger. C'était une soirée d'été comme toutes les autres. Virginia préparait le repas pendant que les enfants parlaient avec leurs nouveaux amis. James, 8 ans, aperçut alors Coleman prendre un couteau sur le comptoir et le mettre dans la poche arrière de son pantalon. Après le repas, Coleman, Brown ainsi que James et son petit frère passèrent au salon pour écouter la télévision. Aux manchettes du bulletin de nouvelles, on parla du couple de meurtriers. En apercevant sa photo, Coleman éteignit la télé. Il dit ensuite au garçon d'aller se coucher. Kimberly et Virginia étaient dans la cuisine et lavaient la vaisselle. Coleman était conscient de l'attention qu'il suscitait dans les médias. Deborah et lui devaient changer leur apparence physique. Il trouva des ciseaux et se coupa les cheveux. Coleman et Brown s'approchèrent ensuite de la jeune fille et de sa mère. À l'étage, James et Johnny dormaient. Après avoir poignardé Virginia et Kimberly, ils traînèrent leur corps jusqu'au sous-sol et les dissimulèrent. La tension augmentait de plus en plus. C'était devenu extrêmement stressant. C'était la 4e fois que nous nous retrouvions juste derrière eux à trouver d'autres cadavres. La tactique de Coleman et de Brown consistait à prendre des victimes par surprise. Quand quelqu'un arrive chez soi en vélo, on se dit que cette personne vit dans le quartier. Si elle arrivait à pied, on aurait davantage de soupçons. À vélo, on est moins méfiant. La nouvelle du meurtre d'une mère et de sa fille mit la population en état de choc. L'aspect brutal des meurtres força le FBI à ajouter un 11e nom à sa liste des 10 personnes les plus recherchées. Cela ne se produit que très rarement. Le numéro 11 est réservé aux tueurs particulièrement redoutables. Cela correspondait tout à fait à Coleman et Brown. Notre liste comptait déjà 10 noms, mais nous devions arrêter ce 11e individu parce qu'il était extrêmement dangereux. Dans des cas comme ça, on fait exception à la règle et on ajoute le nom même s'il est en trop. Les médias de tout le pays parlèrent du couple. Il serait difficile pour eux de garder l'anonymat très longtemps. Pour résoudre les cas de suspects en fuite et les retrouver, rien ne vaut la publicité. Il suffit qu'une seule personne appelle et dise « J'ai vu la photo, je connais cet homme ». Le téléphone se mit à sonner comme jamais auparavant. Tous les crimes qui portaient une signature semblable à celle des suspects étaient signalés aux membres de l'escouade spéciale. Il fallait espérer que les détectives pourraient enfin rattraper les fugitifs. Coleman et Brown finiraient bien par se lasser de cette vie de fugitif et ils retourneraient éventuellement en territoire familier. Les agents appelèrent toutes les personnes qui les connaissaient à Waukegan. Nous les avons informés que nous étions toujours à la recherche d'Alton et de Deborah et qu'ils étaient impliqués dans un autre meurtre. Nous espérions ainsi les convaincre de nous aider. Le 13 juillet, des enquêteurs de la banlieue de Cincinnati, en Ohio, répondirent à un appel au service d'urgence. Michelle Stone raconta aux policiers ce qui lui était arrivé.
Un couple était arrivé chez elle dans la matinée. L'homme et la femme avaient dit au père de Michelle, Jack Stone, qu'ils étaient intéressés à acheter la roulotte garée dans l'allée et qui était à vendre. Anna, sa mère, se joignit alors à la conversation sur la galerie. Michelle partit travailler. Quand elle rentra à la maison plus tard, elle remarqua que les vélos du couple étaient encore sur la pelouse devant la maison. La voiture de son père n'était cependant pas là. À l'intérieur, elle constata que la maison avait été vandalisée. Elle chercha ses parents. Comme elle ne les trouvait pas, elle commença à s'affoler en marchant parmi les objets épars qui jonchaient le sol. Elle appela le service d'urgence. Au même moment, elle entendit un faible gémissement. Près de la porte qui menait au sous-sol, elle aperçut sur le mur la marque d'une paume de main ensanglantée. Elle descendit dans la pièce faiblement éclairée, craignant le pire. Ses parents gisaient immobiles, l'un à côté de l'autre. Jack Stone était mourant. En soulevant le drap pour prendre le pouls de sa mère, elle constata qu'elle était morte. Michelle attendit les secours aux côtés de son père. Ses parents avaient été battus à l'aide d'un objet contondant, puis ligotés. Michelle décrivit à la police le couple qui s'était arrêté à la maison de ses parents un peu plus tôt ce jour-là. Il était évident qu'il s'agissait encore de Coleman et Brown. Une équipe d'experts commença à prélever les indices. Près du corps d'Anna Stone, il y avait une paire de chaussures de plastique. Selon des gens qui avaient aperçu les suspects, Brown portait ces mêmes chaussures. Les experts recueillirent également des outils tachés de sang près du corps. Plus tard, l'équipe d'experts confirma qu'un pied de biche avait servi à tuer Anna Stone. Il était couvert des empreintes digitales de Coleman. Il n'avait même pas tenté de cacher son crime. Malheureusement, il n'avait donné aucune information sur l'endroit où il était parti. Les pistes étaient toutes des impasses. Chaque fois que nous trouvions des corps, les suspects étaient déjà en cavale. Nous n'avions aucun indice sur l'endroit où ils étaient, ni sur l'identité de leur prochaine victime. S'ils désiraient assouvir un besoin sexuel, ils enlevaient un enfant. Si c'était un véhicule qui les intéressait, ils s'attaquaient à un adulte. Il n'y avait aucun moyen de savoir à l'avance. C'était comme des chiens enragés. À en juger par l'attaque des Stone, le couple parvenait aisément à gagner la confiance des gens, et ce, même à l'extérieur des centres urbains à population majoritairement noire. Cela ne ferait que compliquer davantage l'enquête. Coleman n'avait aucun mal à s'adapter. Ils arrivaient en vélo et bavardaient, ou alors Coleman disait qu'il avait envie de jouer une partie de cartes. D'autres fois, le couple déclarait vouloir acheter quelque chose ou avoir des objets à vendre. C'était un homme très habile, un manipulateur, et les gens lui faisaient confiance. De plus, il était accompagné d'une femme, ce qui rendait les victimes encore moins méfiantes.
La rage de Coleman allait en s'intensifiant, mais sa capacité de charmer ses victimes n'avait rien perdu de sa force. Il ne semblait pas non plus se lasser de tuer. Un mois et demi s'était écoulé depuis qu'Alton Coleman et Deborah Brown s'étaient lancés dans une vague meurtrière qui avait coûté la vie à 5 personnes. À Cincinnati, Coleman avait battu un homme et sa femme. Anna Stone était morte et la vie de Jack, son mari, ne tenait plus qu'à un fil. Leur voiture avait disparu. On émit immédiatement un appel aux voitures de police pour signaler le vol de cette voiture. 2 jours plus tard, un fermier découvrit la voiture abandonnée sur sa propriété de Lexington, au Kentucky, à 170 km de Cincinnati. En moins de 2 jours, les fugitifs avaient parcouru des centaines de kilomètres et traversé 2 États. La campagne publicitaire organisée par le FBI leur laissait cependant peu d'endroits où se cacher. Coleman et Brown semblaient s'éloigner de plus en plus de l'Illinois, contrairement à ce que les enquêteurs avaient espéré. Alton Coleman et Deborah Brown n'étaient pas des machines à tuer normales. En général, on a affaire à un seul individu. Dans ce cas-ci, il y en avait 2. Ils travaillaient ensemble et s'entraidaient. C'était un problème. On ne pouvait ni les séparer l'un de l'autre, ni leur parler individuellement. Coleman aurait bientôt besoin de voler un autre véhicule. Le FBI dépêcha le plus grand nombre d'agents possible dans le secteur de Lexington, au Kentucky. On n'eut pas très longtemps à attendre pour constater que le suspect était là. Dans le stationnement d'un hôtel, le professeur Oline Carmichael fut attaqué et sa voiture volée. Il déclara qu'un couple lui avait volé son portefeuille et les clés de sa voiture. Le couple avait pris la fuite en laissant le professeur blessé, mais encore en vie. Après qu'il eut reçu les soins nécessaires, les policiers demandèrent à Carmichael de regarder des photos judiciaires, notamment celles de la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI. Il identifia Coleman et Brown sans hésitation. Les agents du FBI n'avaient maintenant que quelques heures de retard sur les fugitifs. La description de la voiture de Carmichael fut envoyée à toutes les voitures de police. En seulement quelques heures, ils obtinrent des nouvelles. Un policier de l'Ohio, près de la frontière du Kentucky, avait trouvé la voiture du professeur abandonnée derrière des immeubles déserts. Coleman et Brown s'étaient encore volatilisés. Pour ces agents d'expérience, la découverte de la voiture en Ohio signifiait que le couple avait enfin repris le chemin de la maison. Instinctivement, on savait qu'ils retournaient dans leur région. Il était possible qu'ils ne rentrent pas à Waukegan, mais ils retournaient sans contredit dans un endroit où ils étaient à l'aise. Coleman n'avait jamais vécu à Gary dans l'Indiana, ni à Détroit ou à Toledo. Il n'avait jamais été à Cincinnati et à Dayton dans l'Ohio, ni à Lexington au Kentucky. Il était fatigué. Il errait dans un endroit où il connaissait les rues, les gens. Il rentrait enfin. Le FBI mit un piège au point. Les agents et les policiers de plusieurs États unirent leurs forces pour retrouver Coleman et Brown sur la route qui les ramenait en Illinois. Tous les rapports de voitures volées et tous les assauts devaient être traités en priorité. Un agent de Dayton en Ohio enquêta à propos d'un assaut et d'une voiture volée. L'appel avait été fait par un couple de gens âgés, le révérend Gay et sa femme. Le révérend avait été sauvagement battu. Sa femme déclara aux policiers qu'un couple de jeunes gens rencontrés quelques semaines plus tôt était entré par effraction chez eux. Après les avoir battus, les assaillants leur demandèrent les clés de leur mini-fourgonnette. Selon la description,
Il s'agissait encore une fois de Coleman et de Brown. Les nouvelles pistes arrivaient à un rythme effréné. Les suspects étaient toujours hors d'atteinte. Heureusement, les agents du FBI les rattrapaient inexorablement. Le jour suivant l'assaut en Ohio, les détectives du FBI impliqués dans l'opération Piège découvrirent une mini-fourgonnette abandonnée près d'un lave-auto en Indiana. Elle appartenait au révérend Gay. Plus tard le même jour, des ouvriers de la construction sur l'autoroute 65, près de Zion en Illinois, firent une découverte macabre. C'était le corps d'un homme âgé de l'Indiana dont la disparition avait déjà été signalée. C'était le jour de son 77e anniversaire. Les indices trouvés ne laissaient aucun doute sur l'identité des meurtriers. Le corps avait été trouvé à moins de 30 km de la maison de Coleman et Brown. Les fugitifs étaient rentrés chez eux et le FBI les attendait, prêt à les arrêter. Le 20 juillet, à Evanston, dans l'Illinois, un homme reconnut Alton Coleman et Deborah Brown au parc Mason. Pendant qu'il les surveillait de sa voiture, son ami appela la police. Les enquêteurs attendaient cet appel depuis trop longtemps. Il avait étudié à la même école qu'Alton Coleman et il était convaincu que c'était lui. Les policiers d'Evanston se rendirent sur les lieux. Quelques mètres seulement les séparaient de Coleman et de Brown. Avec une facilité déconcertante, ils cernèrent Coleman. Ce dernier déclara qu'il faisait erreur sur la personne. Deux autres policiers entourèrent Brown. Quand on lui demanda comment elle s'appelait, elle donna un faux nom et fit de même en présentant Coleman. Les policiers trouvèrent un couteau sur Coleman ainsi que de fausses pièces d'identité. Ils conduisirent le suspect au poste de police. En fouillant le sac à main de Brown, ils découvrirent un pistolet de calibre 38. L'arme était tout ce dont ils avaient besoin pour la menotter et la mettre en garde à vue. Deux des fugitifs les plus recherchés par le FBI avaient été arrêtés sans encombre. Après presque 2 mois, la vague meurtrière était enfin terminée. Coleman s'entêta à déclarer qu'il n'était jamais allé aux endroits où les meurtres avaient été commis. Mais les indices judiciaires accumulés au cours des 7 semaines prouvaient qu'il mentait. Alton Coleman fut accusé de l'enlèvement de Vernita Witt par le gouvernement fédéral. Il fut également accusé d'homicide par 3 États américains. Deborah Brown fut accusée elle aussi pour son rôle dans les meurtres. Au cours de la fouille, les policiers trouvèrent un couteau aztèque taché de sang. Ce couteau avait servi à tuer Alice Myers, une jeune fille de 15 ans. L'avocat du procureur de l'Illinois, Matthew Chancey, fut mandaté pour faire comparaître Alton Coleman. Dans son esprit, le mobile des meurtres était simple. Il a franchi la limite avec Vernita Witt. Après ça, c'est devenu de plus en plus facile. C'est même devenu un jeu. Il aimait tuer. C'était quelque chose qu'il appréciait.
Il cherchait toutes les occasions pour recommencer. Ensemble, Coleman et Brown ont fait 7 victimes. 3 États désiraient qu'il soit condamné à mort. Brown eut droit à son propre procès. Elle fut condamnée à la prison à vie. Jusqu'à la fin, elle resta fidèle à son ami. Quand elle a appris la sentence de Coleman, elle a déclaré que c'était elle qui avait commis les meurtres et pas lui. Elle tentait encore de le sauver, mais cela n'a pas fonctionné. Les massacres de Coleman et de Brown se sont étalés sur 2000 km et 6 États. Pour l'agent spécial Berdena Passanelli, l'intense chasse à l'homme du FBI a permis d'éviter encore plus de morts inutiles. Grâce à l'enquête que nous avons menée et la publicité qui a entouré l'affaire, nous sommes parvenus à l'arrêter après seulement 7 semaines. Si nous avions tardé à mettre les choses en branle, Coleman aurait sans doute fait beaucoup plus d'innocentes victimes. Alton Coleman a été condamné 4 fois à la peine de mort. Il attend présentement son exécution à la prison d'État de l'Illinois.